Merci beaucoup. Merci Christophe. Donc, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Bessac. Je suis architecte principale chez Sésame depuis 2016. Et j'ai pris la direction en fait, de l'Académie Sésame, qui est en charge de toutes les formations inter-entreprises. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Vassilis Giacomakis. Je te laisse Bonjour. peut-être te présenter, Vassilis, rapidement. Oui, oui, bonjour à tout le monde. Je suis donc responsable pédagogique des formations inter-entreprises de Sésame. Et donc, c'est avec moi que vous allez avoir un premier contact pour vous guider concernant la suite de pour les gens qui vont candidater, la suite de votre candidature, pour vous aider aussi de monter les dossiers de financement auprès des organismes et pour toute autre question que vous en aurez. Ouais, très bien, merci Vassilis. Donc, nous avons en fait reçu beaucoup de questions de gens qui se demandent un petit peu la pertinence ou pas de faire la formation action que nous proposons en architecture de système, et en particulier sur l'aspect coaching pour savoir finalement comment la démarche qu'on met en œuvre dans le cadre de ces coachings et finalement toute la méthodologie qu'on met à votre disposition dans cette formation peut vous aider à résoudre les problèmes que vous avez au jour d'aujourd'hui sur vos projets, vos transformations, et en fait peut vous enlever toutes les épines du pied que vous avez en fait. Et donc, on vous a soumis un petit questionnaire, en fait, avec un certain nombre de pénibilités parmi lesquelles vous deviez choisir. Et finalement, sont remontées de manière assez forte certaines pénibilités qui semblent communes à beaucoup l'audience aujourd'hui. Et l'objectif de ce webinaire, c'est donc d'aborder avec vous de manière pratique comment tout ce qui est contenu là, dans cette formation action peut, dans les faits, vous aider à résoudre ces problématiques-là en particulier. D'accord ? Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord peut-être de rappeler un peu qui est César, même si certainement, si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez déjà. Mais voilà, un petit piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Ensuite, eh bien, on va rentrer dans les applications concrètes de l'architecture système et comment elles peuvent vous aider du coup à résoudre vos problématiques. Et puis, on terminera sur un petit topo du dispositif de formation action là, pour les architectes de système. Donc, Sésame, en fait, nous sommes un cabinet d'architecture. Donc, notre compétence cœur, c'est l'architecture à la fois de produits complexes et d'entreprises. Et cette compétence, en fait, nous la mettons au service à la fois des transformations d'organisation et de systèmes d'information, mais également à la fois de méthodes collaboratives, c'est-à-dire comment on peut implémenter une manière de travailler à la fois itérative et collaborative, qui d'ailleurs s'apparente un petit peu à ce qui est mis en œuvre dans le cadre de l'agile, et c'est pour ça qu'on fait également un focus sur la synergie forte et très bénéfique qui existe entre l'architecture et l'agilité. Donc là, on a mis à l'échelle, qui est plutôt connoté software, on va dire, mais on propose aussi de faire ce focus sur l'architecture avec n'importe quel système, hardware, etc. Et dernier point, c'est finalement comment les architectures modulaires vont également venir soutenir l'efficacité de nos développements et ou de nos transformations. Donc, pour mettre ces compétences en œuvre, on propose soit du conseil, soit de l'expertise, puisqu'on réalise des architectures pour nos clients, soit, et c'est ce qui en fait nous réunit aujourd'hui, du coaching, de la formation. On est à peu près 40 collaborateurs. Donc là, vous voyez le chiffre d'affaires de 2020 qui, je pense, a augmenté en 2021 et puis on espère que ce sera le cas en 2022. On est sur 3 sites, donc principalement à Paris. On a une équipe également à Toulouse et une équipe à Shanghai pour la clientèle asiatique. Vous le savez sans doute, mais Sésame, c'est une spin-off de l'école polytechnique, et donc c'est un fondement académique, puisque son fondateur, Daniel Krob, a tenu pendant un certain temps la chaire des systèmes complexes de l'école polytechnique, et il est INCOSI Philo, donc INCOSI, c'est International Council of System Engineering,
C'est pour ça qu'on a un partenariat fort avec Linkosi. On est également Scaled Agile partenaire de bronze pour les méthodes Agile at Scale, et on a un partenariat avec Dassault Systèmes. Donc, si on parle un petit peu qui sont nos clients, notre méthode, il faut savoir que la formation action dont on va parler là aujourd'hui, elle est déployée assez largement dans l'industrie, dans le sens où Airbus, Ariane, la DSNA, Nissan, Otis, PSA, Renault, Safran, Schneider Electric, la Société Générale, Valeo, etc., se targuent en fait de suivre nos formations actions et nos formations plus courtes également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 10 000 professionnels qui sont formés, dont 1000 qui sont certifiés de niveau 2. Et donc, c'est la certification que va vous donner en fait la formation action. En termes de communauté, j'en ai pas parlé dans notre offre, mais effectivement, Sésame anime une communauté d'architectes avec des événements comme le CSDM qui aura lieu cette année. Je parle sous ton contrôle, Christophe, mais en décembre. Et des événements plus ciblés que sont l'Enterprise Architecture Day, certaines soirées thématiques, et puis il y a un club exclusif. On a le Cercle Sésame qui regroupe en fait la plupart de nos gros clients pour des réflexions autour de comment déployer concrètement l'architecture système, et qui est en train de rédiger un livre blanc de l'architecte. Et puis, on a des clubs dirigeants également. Voilà. LinkedIn, je n'ai pas remis le chiffre à jour, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près à 10 000 followers. Une communauté d'architectes en fait, qui commence à être assez conséquente. Tout ça est basé sur une méthodologie, d'accord, qu'on va appeler le cadre d'architecture Sésame, C-E-S-A-M, qui est absolument libre de droit, puisque vous pouvez télécharger le Pocket Guide en suivant l'adresse que vous voyez à l'écran, d'accord. Et c'est un cadre qu'on dit compatible avec à la fois ce qui est promu par Linkosi, bon, ça c'est un peu dans l'ADN de Sésame, vu que Daniel Krob est Linkosi Fellow, et puis également la NASA, qui est un des premiers acteurs industriels à avoir déployé les méthodes d'architecture système dans le monde de l'industrie. Et donc, finalement, c'est ce cadre Sésame qui est la méthode à la fois pragmatique et à valeur, parce que c'est un peu ce qui la différencie peut-être d'autres cadres, sur laquelle nous, on s'appuie finalement pour mettre en œuvre toutes les compétences dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, un petit point de rappel sur nos clients. Donc, on a déjà un peu parlé, mais dans l'aérospatial, on peut citer Airbus, Ariane, côté chinois, Comac, Huawei. Il y a également Safran, Dassault Systèmes. Côté énergie mobilité, EDF, Framatome. Puis côté automobile, PSA, Renault. On travaille aussi avec Nissan, Mitsubishi, Opel, Rolls-Royce Nucléaire, Schneider Electric et tant d'autres. Et puis le troisième, le troisième volet de typologie de gens qui utilisent l'architecture système et le cadre Sésame, donc c'est les assurances, banques et services, avec des gens comme la DGAC ou Carrefour, Covéa, Société Générale, ou encore Idemia. Voilà. Donc, ce petit tour d'horizon de Sésame étant fait, on va rentrer, je pense, dans ce qui vous intéresse, vous, le vif du sujet, c'est-à-dire finalement quels sont les problèmes que vous avez, que vous rencontrez, et pour lesquels l'architecture système pourrait vous aider. Donc, suite à vos retours, en fait, on a listé un peu 4 grandes thématiques de problèmes qui sont revenues souvent. La première, c'est une certaine évolutivité des besoins et usages clients, d'accord, qui évolue sans cesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client veut quelque chose, demain, il va vouloir encore autre chose, et parfois même, il ne sait pas bien ce qu'il veut, et c'est uniquement finalement quand il va avoir une idée de l'objet qu'on peut lui proposer qu'il va arrêter son besoin. Donc, des besoins qui changent en permanence. Et en plus, un environnement autour de votre organisation et donc de votre produit qui lui-même est en perpétuel et rapide changement. Donc, soit qu'il y ait des nouveaux concurrents, soit qu'il y ait des évolutions réglementaires, soit qu'il y ait des changements brusques de contexte. Là, je pense que tout le monde sait à quoi on fait référence quand on parle de contexte sanitaire, géopolitique, etc. Et du coup, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque la conséquence, mais c'est aussi une grosse problématique.
dans vos projets, les constats, c'est que la levée des risques ou la détection des non-conformités ou finalement la détection des impacts qui sont dus au changement que vous devez mettre en œuvre, ils arrivent trop tardivement dans le projet. Et ça a de fortes conséquences sur votre performance. Et enfin, tout serait bien dans le meilleur des mondes s'il ne fallait pas en plus jongler avec les différents métiers qui doivent en fait travailler sur votre produit et qui ont dans les faits beaucoup de mal à collaborer avec des processus de développement et ou de transformation et ou des processus en fait qui s'en trouvent plus ou moins chaotiques avec beaucoup d'allers-retours qui ne sont pas maîtrisés en fait. C'est-à-dire que là il y a un peu deux volets pour moi. Il y a à la fois le panel des gens qu'on voit ici entre par exemple les sales, la mécanique, le manufacturing qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui ne parlent pas le même langage, et l'organisation un petit peu en cascade sur le mode de taylorisme qu'on connaît de manière classique, qui se retrouve bouleversée parce qu'on a beaucoup de boucles de rétroaction. Donc voilà, ça c'est les 4 grandes problématiques que vous nous avez remontées et qu'on va adresser, on va illustrer la manière dont on pourrait les résoudre en mettant en place de l'architecture système. Alors, déjà, adressons peut-être l'évidence, mais ça a son importance. Finalement, mettre en place de l'architecture système, c'est avant tout de savoir relier un besoin à une solution, mais pas de n'importe quelle manière. Donc l'architecture système, ce qu'on met ici, c'est l'art de construire des descriptions simples. Pourquoi simples? Parce qu'elles permettent d'appréhender rapidement et d'être compréhensibles par le plus grand nombre possible finalement notre système, donc des descriptions simples, complètes, parce que finalement, comme nos systèmes sont très complexes, il faut avoir quelque part des visions d'ensemble de ces produits et pas des visions parcellaires, parce que du coup, si on a des visions parcellaires, vous savez bien qu'il y a des problématiques d'intégration qui vont passer, sous silence, en fait. Et puis opérationnel, c'est-à-dire dont tout le monde peut se saisir pour être mis en œuvre de ces systèmes. Alors, ils peuvent être industriels, ils peuvent être organisationnels, mais en tout cas, ces modèles, donc, qui sont des descriptions simples, complètes, opérationnelles et qui relient le besoin à la solution, en fait, ils sont là, non pas pour modéliser un système, non pas pour faire un beau processus qualité où on a fait des petits checks, c'est bon, j'ai fait tous mes modèles, mais c'est bien pour appuyer efficacement des décisions de conception, de transformation et maîtriser la complexité de vos systèmes. Donc nous, on propose un cadre d'architecture, comme je vous ai parlé, qui est le cadre Sésame, qui s'appuie sur 3 visions, du pourquoi, quoi, comment, donc la vision de l'extérieur, qui est la vision opérationnelle, où on voit le système en boîte noire et puis on définit les missions du système, et finalement c'est là où on s'intéresse aux besoins et services qui changent, et à cet environnement complexe et en changement perpétuel que vous nous avez remonté précédemment. D'accord ? Et l'idée, c'est d'ensuite d'aller relier ces missions du système, ces besoins, ces usages, à la manière dont nous allons faire le système, c'est-à-dire au quoi et au comment, c'est-à-dire quelles vont être les fonctions du système, quelles vont être les fonctions mises en œuvre pour répondre à ces usages et ces besoins, et s'intégrer dans cet environnement. Et puis, comment, c'est-à-dire quelles sont les ressources concrètes dont va être fait le système, à la fois des composants techniques, avec du matériel mécanique ou électronique, ou du logiciel, par exemple. Voilà. Et ce qui a son importance ici, vous voyez, c'est également l'ensemble des liens de traçabilité qu'on va garder entre à la fois les missions du système, les fonctions et les composants. Et là, si on se projette sur un système plutôt organisationnel et pas industriel, ça va être les processus métiers et finalement toute la couche IT qui va venir supporter ces processus métiers. D'accord ? Alors du coup, vous allez me dire, bon, très bien, oui, effectivement, si je mets en œuvre une architecture système, je vais avoir sur mon produit cette vision qui est, par rapport à ce que je connais des besoins, des usages,
je vais mettre en œuvre des fonctions et des composants que je vais être capable de relier. Mais finalement, à quoi ça me sert si ces besoins changent tout le temps et si mon environnement est en perpétuelle évolution, et puis il faut toujours qu'on s'adapte. Alors déjà, le premier bénéfice, c'est qu'on va pouvoir être capable de mettre en œuvre des analyses d'impact. D'accord ? Analyse d'impact, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est à partir d'une vision initiale de ma solution, qu'elle soit un produit ou une organisation, qu'on décrit ici, vous voyez, sous forme de la pyramide du cadre, c'est-à-dire une vision opérationnelle, fonctionnelle et technique cohérente, avec des liens de traçabilité. Je vais pouvoir, si je détermine ici, par exemple, un nouvel usage, eh bien, voir les impacts que ça va avoir assez rapidement sur mon produit en termes de fonctionnalité et en termes de composants. Donc, on vous a pris là un exemple d'un drone de livraison, d'accord ? Système de livraison par drone. On imagine que, bien, on a une architecture, même gros grain, de ce produit qui est en cours de développement. Et on voit apparaître un nouvel usage avec une nouvelle partie prenante de fournisseurs de robots, en fait. Ce qui fait qu'on va identifier une nouvelle fonction. Par exemple, il va falloir piloter ces robots. Okay, et puis finalement, on va modifier à la fois la partie logicielle pour inclure des logiciels de pilotage. Et ces robots, en fait, on va les inclure en remplacement des opérateurs de la chaîne de distribution de ce système de livraison par drone. Donc, vous voyez comment, avec un cadrage préalable, c'est-à-dire une vision initiale de mon système, je peux assez facilement, lorsque je précise mon usage, mes besoins et ou l'environnement et qui évolue, avec cette vision initiale et ces liens de traçabilité, voir immédiatement les conséquences que ça va avoir. Et ça ne sera pas une baguette magique, bien sûr. Certains impacts pourraient être très lourds, mais du moins, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la maîtrise du risque, de l'évolution de vos usages et de vos besoins. Bon, là, vous vous dites, très bien, ça adresse la partie produit. Je peux voir assez rapidement les impacts de mon produit, mais ça ne règle pas la partie mise en œuvre par mes équipes, finalement. On a parlé dans la synthèse un peu de ce que vous remontiez de vos pénibilités, du fait que les équipes ont déjà du mal à collaborer, ont déjà du mal à avoir un processus de conception qui soit maîtrisé. Et du coup, si on introduit cette entropie-là, finalement, comment l'architecture système va nous aider à mettre cette entropie organisationnelle et d'interaction entre les hommes sous contrôle. Et donc là, en fait, il va falloir appliquer ce principe d'architecture sur les projets de conception, avec un principe assez simple qui est, une fois que vous avez la vision de votre système produit, donc je vous donne là un exemple assez haute maille d'une vision de système produit, où j'ai des infrastructures matérielles, IHM, le contrôle commande, l'infrastructure réseau, d'accord ? Eh bien, je vais me dire que finalement, toutes les interactions que j'ai entre mes composants de mon système produit, et où les fonctions, et où on peut même parler d'architecture opérationnelle, eh bien, ça va se traduire sur le système projet, vu comme un système composé finalement de processus et de gens, de personnes, par des canaux de communication et des interfaces entre les gens. D'accord ? Et donc, assez facilement, on peut, avec un principe d'alignement, c'est-à-dire aligner l'organisation projet sur une vision du produit, plus facilement mettre sous contrôle les interfaces entre les personnes, tout comme on a mis sous contrôle les interfaces entre les composants, et de ce fait, s'assurer que partout où ils sont interfacés d'après le produit, ces personnes soient dans une logique de partage, on va dire de chacune des données de conception, des données de processus qui les intéressent, et surtout une logique de convergence d'acteurs qui doit être portée par l'architecte, puisque l'architecte, on le rappelle, et en tout cas nous, la vision qu'on défend, c'est qu'il est à la fois en charge de l'intégration technique, c'est-à-dire de la maîtrise des interfaces physiques, mais également de l'interface humaine, finalement, et de la convergence des acteurs. Parce qu'on peut faire un très beau modèle de produit, si derrière les acteurs ne sont pas d'accord sur ce modèle de produit et ne convergent pas, et qu'on ne peut pas prendre finalement des décisions de conception,
alors ce modèle, finalement, n'est pas si utile que ça. Et du coup, eh bien, on va en fait dire qu'il faut rentrer dans une autre approche de la manière de travailler ensemble. Donc, sur la toute première slide, vous aviez vu un peu ce modèle de la cascade, et finalement, on se rend compte que quand on met en œuvre des systèmes complexes, cette cascade, elle atteint ses limites. C'est-à-dire que, à force de décomposer les activités, le sens de la construction collective est fini par se perdre. Chacun individuellement est complètement déconnecté du but d'ensemble, fait sa tâche, mais sans comprendre finalement les tenants, les aboutissants, et vit tout changement comme quelque chose d'extrêmement pénible. Tu m'avais donné des données d'entrée, aujourd'hui tu m'en donnes d'autres, il faut tout refaire. Alors que il n'a pas la big picture de savoir que finalement, c'est une maturation progressive et sous contrôle, et que donc c'est normal, quelque part, ça devrait faire partie de la séquence d'activités que de refaire certaines activités. Et donc, il s'agit de travailler autrement, d'accord, en équipe intégrée, pour passer finalement du compliqué au complexe et de maîtriser cette complexité, d'accord. Donc ça demande une orchestration, parce que finalement, plus votre système est complexe, plus il y a de gens qui vont travailler dessus, et plus il y a de gens, et bien plus finalement chacun doit être synchronisé. Donc synchroniser, ça veut dire quoi? Synchroniser avec ceux avec qui ils sont en interface. Donc par exemple, vous voyez là, une équipe sous système 1 avec une équipe sous système 2, avec une équipe VEV par exemple, tout ça sous synchronisation de l'architecte, pour en fait maintenir en permanence une vision commune et partagée du produit à réaliser. Et puis surtout, il faut être en mesure d'expliciter ces choix d'architecture à ceux avec qui on est en interface. D'accord ? Il faut parler, dire ce que l'on fait aux autres pour finalement qu'ils comprennent les choix qui sont faits et qu'ils soient en mesure de mieux les implémenter. Donc, ce qu'on dit, c'est que finalement, la collaboration, elle doit remplacer la coopération. Donc, la coopération, c'est quoi? C'est une manière de travailler où, certes, on travaille ensemble à un résultat commun, mais pas forcément avec des objectifs communs, avec des objectifs distincts, des responsabilités silotées qui sont souvent calquées sur les organisations des métiers, de la structure dans laquelle on se trouve. Alors que la collaboration, elle consiste à travailler collectivement à un résultat commun avec des objectifs partagés, et ça de façon à ce que chacun soit responsable de l'atteinte du résultat commun et ce qui doit être mis en œuvre par les processus d'ingénierie. Ce qui fait que concrètement, on va créer en fait des points de rencontre réguliers qu'on va appeler des synchronisations interéquipes et qui vont être supportés là par un socle qui est la vision commune du système produit ou projet, selon ce sur quoi on veut s'aligner. D'accord ? Et donc ces visions communes, nos modèles d'architecture sont des outils puissants justement pour aligner les gens sur cette vision commune. Puis également, vous avez des outils métiers comme les mock-ups digitaux, les maquettes 3D concrètement, des prototypes, des agendas projets, tous les modèles que vous avez à votre disposition finalement. Mais l'avantage des modèles systémiques, c'est qu'ils sont transverses, simples et facilement compréhensibles et surtout complets. Et donc, si on en revient à notre problématique qui est finalement comment je peux gérer cette méconnaissance initiale ou qui va évoluer de mon besoin, de mon environnement, ça va être finalement en mettant en place des boucles, quelque part, de maturité de mon produit progressive. Donc au début, je crée la structure de mon produit, j'aligne mon projet avec mon cadre produit, je prends des hypothèses de départ qui sont ma connaissance à l'instant T de cet environnement que je peux quantifier même en risque, d'accord ? Et je peux, par analyse d'impact, propager ces risques sur le risque que je prends sur mes fonctions et mes composants. Donc, je fais une première boucle. Ensuite, finalement, peut-être que ça va évoluer. Et donc, je vais diminuer mon risque sur la connaissance que j'ai de mon environnement. Et du coup, le risque que je prends à faire évoluer mes fonctions et mes composants. D'accord ? Et donc, on va comme ça se créer des boucles de synchronisation avec une montée progressive de notre architecture. Et ça, c'est possible que si on aborde la manière de mettre ça en œuvre de manière collaborative, c'est-à-dire à la fois avec des synchronisations, des explicitations de choix et une mise en œuvre de la collaboration qui soit supportée par des visions communes du système produit. Et donc, c'est vraiment ce que nous, on met derrière la partie ingénierie itérative et collaborative. Donc, il ne faut pas croire que
L'architecture système, c'est déployer le cadre une fois, selon une séquence cascadée, unique, qui fait que je vais bien faire mon opérationnel, bien faire mon fonctionnel, et puis bien faire ma vision organique, et puis après, je vais faire de l'intégration, et puis après, je vais remonter mon cycle en V. C'est pas du tout ça, vous voyez, d'ailleurs, les équipes de VNV sont intégrées dès le départ, et finalement, on va plutôt balayer cette matrice en gardant toujours ces liens de traçabilité pour faire des analyses d'impact, à tous les moments. Et par contre, on va la faire maturer et lever les risques progressivement. Ce qui fait que le troisième point qu'on avait mis en avant, des risques qui étaient perçus trop tardivement, des levées de non-conformité qui arrivaient trop tardivement, finalement, on voit que comme ça, on arrive en fait à détecter le plus tôt possible. Encore une fois, ce ne sera pas magique, vous ne verrez pas tout, mais du moins, on resserre la grille d'analyse et donc le tamis, et donc on est quand même beaucoup plus susceptible de trouver les gros cailloux qui vont nous embêter plus tard, et selon la taille de la maille qu'on va prendre pour faire notre tamis, voire même certains petits cailloux. En fait. Tout dépend finalement de l'effort qu'on veut mettre, et donc du coût que va générer cet effort par rapport à ce qu'il va nous rapporter en levée de risque. C'est pour ça qu'on dit que notre application là, de cette méthodologie d'architecture, elle doit être pragmatique, toujours orientée valeur, coût versus valeur en fait. Et ça, quand vous serez sur la formation action, vos coachs vont toujours vous amener à vous poser la question du quelle est la valeur de la vue que tu produis, quel est le risque que tu lèves avec ça, et en quoi cela sert ta problématique. Alors, on va passer à la suite. Alors là, concrètement, un exemple d'outil de synchronisation que vous allez pouvoir utiliser et qui est assez puissant et qu'on appelle les ateliers d'architecture collaborative. En fait, ces ateliers, ils ont pour but de faire collectivement des choix structurants d'architecture, donc sur une architecture produit, une architecture projet, une architecture organisationnelle, quelle qu'elle soit, d'accord ? Et elle se base en fait forcément sur des vues d'architecture. Et donc, elle a comme premier livrable une mise à jour de vues d'architecture basées sur des décisions qui vont être prises collectivement lors de cet atelier. D'accord ? Donc, premier livrable, l'évolution de la vision. Deuxième livrable, et c'est presque le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est l'alignement de l'ensemble des acteurs présents à l'atelier. C'est-à-dire que sur base des vues architecturales, ils sont capables de trouver un socle commun à la fois d'une vision de la problématique et d'une compréhension de ces enjeux, qui fait qu'ils vont être en capacité de se comprendre et de prendre des décisions qui vont être tout de suite implémentées dans ces mêmes modèles, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont voir tout de suite ce qui décide comment ça se traduit concrètement dans leur architecture, produit, projet, etc. Et donc, du coup, être beaucoup plus à même de mettre en œuvre d'une manière comprise et donc collaborative ces décisions. Donc, sur ce genre d'atelier, nous, on a l'expertise, en fait, puisqu'on en organise quand même beaucoup pour nos clients, et ça fait partie intégrante du coaching que d'amener les architectes donc, à prendre en main cette dimension collaborative et, par exemple, à organiser des ateliers d'architecture collaborative où on va inviter, bien sûr, les architectes des sous-systèmes s'ils sont impliqués dans la décision, le chef de projet qui a peut certainement, ça dépend des organisations, mais souvent la responsabilité d'arbitrage s'il y a des conséquences, coûts et délais, par exemple, et bien sûr les experts techniques qui vont éclairer sur les sujets techniques, ça peut être des sujets, mais également, on parle technique, mais financiers, par exemple. Si on parle de produits de services bancaires, par exemple, on va peut-être avoir des experts de finance, par exemple. Et voilà, donc en fait, ces ateliers-là, on a des outils concrets pour vous apprendre à les mettre en œuvre, mais on trouve que c'est quand même assez pragmatique et puissant dans le sens où ça permet d'aligner les acteurs et de faire évoluer de manière collaborative l'ensemble de ces visions systémiques. Deux exemples que j'ai souhaité mettre, on en a plein d'autres, mais voilà. J'ai essayé de les relier un petit peu à vos problématiques d'évolution sur les besoins, les usages et l'environnement. On peut, par exemple, faire des challenges justement de toute cette architecture opérationnelle. C'est-à-dire que sur un set de besoins, on peut, avec les parties prenantes, aller venir challenger à la fois la vraie nature du besoin. Est-ce que vraiment on veut des voitures connectées à Internet ? Est-ce qu'on veut des voitures qui soient capables
de faire Paris-Nice sans aucun rechargement? Enfin voilà, quels sont les besoins? Et également la performance associée à ce besoin. Est-ce qu'on est pour de la surqualification ou pas? Quel est le juste niveau de besoin? Et puis peut-être certaines fois des priorisations, c'est-à-dire qu'est-ce qui est du must-have et du nice-to-have. Et ça peut se faire en créant des boucles comme ça d'itération avec le client, qui a la vision finalement de ce qu'il souhaite. Mais plus largement, ça peut être n'importe quel stakeholder, n'importe quelle partie prenante de votre système. Ça peut être le manufacturing, ça peut être la logistique, ça peut être voilà, plein de choses, on peut imaginer plein de choses, pour aller chercher justement par des boucles comme ça de validation à dérisquer cette incertitude qu'on a sur nos besoins, d'accord, et sur les usages. Et donc, par exemple, si on imagine un contexte réglementaire qui serait un petit peu comme ça touchy, inviter des experts de ce contexte réglementaire pour qu'ils nous orientent au moins sur qu'est-ce qui est le plus certain d'arriver, qu'est-ce qui est la formalisation en termes de contraintes à prendre en compte la plus pertinente. Donc concrètement, ça va se réaliser par des besoins sur lesquels on va partager avec les parties prenantes et sur lesquels ils vont se positionner comme étant des besoins pour eux qui leur semblent parfaitement OK ou pas du tout OK ou à reformuler. Et donc, on va converger jusqu'à ce que les besoins soient OK. Le deuxième exemple, en fait, est plus dans un but de priorisation. D'accord ? On imagine, par exemple, une priorisation de cas d'usage. Donc, on a de nombreux cas d'usage à mettre en œuvre. D'accord ? Et finalement, on sait que certains sont très risqués parce que soit qu'on ait en incertitude, soit qu'ils ont des impacts sur notre développement conséquent. Par contre, ils peuvent aussi porter de la valeur pour nos clients. Et donc, vous doutez bien qu'idéalement, il faudrait tout adresser, mais il faut mesurer le risque et avancer avec pragmatisme. Et donc, on peut mettre en œuvre des ateliers, vous voyez, où on va venir évaluer chacun des usages à la fois en valeur qu'il apporte au client, donc ces petits critères verts là, et à la fois en risque, c'est-à-dire en coût, soit de temps de développement, soit de maturité des technos disponibles, soit d'impact final sur la solution en termes, je sais pas, de masse, en termes de montabilité, voilà. En gros, tout ce qui va nous coûter, nous impacter négativement, en fait. Ce qui fait qu'à la fin, on va demander à l'ensemble des parties prenantes de cet atelier collaboratif de venir s'exprimer sur leur vision de ce cas d'utilisation en termes de valeur pour le client et puis de risque finalement qu'il va générer pour derrière donc avoir des notations un peu relatives pour prioriser. C'est-à-dire que ici, on va avoir un groupe de cas d'utilisation qui apportent une valeur relative aux clients, mais qui ne sont pas très risqués. D'accord ? Donc, on sait que ça va être du business un peu as usual, il va falloir les faire, mais ce n'est peut-être pas ceux qu'on va traiter en priorité. Ensuite, là, on a des cas d'utilisation à très forte valeur, mais à très, très fort risque. Donc là, c'est souvent dépendant de l'aversion au risque de la société. Il y a les sociétés qui vont dire, bingo, il faut qu'on aille là-dessus, c'est ça qui va nous rendre différenciants, on assume le risque, d'accord ? Et donc on chiffre le risque, et donc on provisionne le risque, vous voyez ? Mais souvent, les gens vont se concentrer sur des cas d'utilisation plutôt intermédiaires, comme ça, où la valeur est forte, mais le risque est quand même modéré. Ce qui fait que la plupart du temps, donc ça, c'est des modèles qui supportent des décisions. Voilà, on va se baser là-dessus pour prendre des décisions. Donc là, une décision pourrait être, nous allons prioriser le cas d'utilisation 7 et 8, voire peut-être 9. Nous allons mettre en place toute une liste d'actions pour mettre sous contrôle ces cas d'utilisation qui sont très risqués à très forte valeur, et peut-être même nommer un pilote, vous voyez, qui va piloter ces deux cas d'utilisation. Et puis, on va traiter business as usual l'ensemble de ces autres cas d'utilisation. Désolée, je suis très bavarde, mais j'espère que du coup, je réponds à l'ensemble de vos interrogations. Juste avant de vous laisser la parole, je conclus en vous présentant très rapidement le dispositif de formation par l'action qu'on propose pour les architectes. Donc, il faut savoir que c'est dans le cadre d'un parcours complet qui commence en fait à un niveau qu'on appelle le niveau awareness, où en fait la personne est amenée à connaître les principes, les activités de l'architecture système. En gros, elle saurait mener un processus d'architecte
en tout cas, le connaîtrez d'un point de vue théorique. Et ensuite, le niveau 2, c'est celui pour lequel vous êtes ici, c'est donc vous avez déjà une certaine pratique d'architecture, c'est que finalement, vous avez un niveau plus senior et confirme, vous avez déjà une expérience d'architecte et vous souhaitez pousser plus loin votre pratique et pousser plus loin, certes avec de l'apport théorique, mais également en résolvant concrètement des problématiques avec ces outils d'architecture. Et puis, le niveau 3, c'est un niveau expert, en fait, où on maîtrise des techniques avancées d'architecture. Vous voyez, en termes de volumétrie, de gens formés à la méthode Sésame sur ces 3 niveaux, on est sur 7500 ingénieurs de niveau 1, 800 ou 1000 ingénieurs de niveau 2 et plutôt 200 ingénieurs de niveau 3. Et donc, cette formation par l'action, elle est vraiment pour des architectes qui ont déjà un petit peu de bouteille, déjà de la pratique, mais qui veulent pousser plus loin et appliquer ce cadre pragmatique pour résoudre des problématiques très concrètes. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour vous aider à résoudre des problématiques très concrètes? En fait, notre formation par l'action, elle est basée sur une philosophie de « j'apprends en faisant ». D'accord ? Là, vous voyez Confucius qui disait j'entends et j'oublie, je vois et je me rappelle, je fais et je comprends. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre en faisant. Et donc, c'est pour ça que, c'est plus tard qu'on le voit, on alterne des sessions de formation, mais qui sont finalement assez limitées par rapport au reste, puisqu'on parle que de 2 fois une semaine de formation, et surtout de périodes de coaching, avec environ 8-10 coachings, entre 1h30 et 2 heures, selon le nombre de coachings, d'accord ? Et à chaque fois, pendant ces coachings, vous êtes accompagné par un coach Sésame qui, justement, va venir comprendre votre problématique et vous aider à appliquer tous ces outils au juste nécessaire pour la résoudre, avec en sortie un livrable qui est votre dossier d'architecture, qui est donc mis à jour finalement à chaque session de coaching, et une évaluation finale qui se fait devant le jury. Donc les objectifs, c'est de maîtriser les concepts, mais certainement vous les connaissez déjà si vous êtes architecte, mais voilà, en gros, c'est de s'aligner tous sur les concepts qu'on va utiliser dans la formation, de mettre à votre disposition des outils et des méthodes qui permettent d'être plus efficaces dans votre quotidien, et de développer un savoir-faire, certes sur la modélisation de l'architecture, etc., mais aussi sur la partie collaborative. D'accord ? Pour bien appréhender toute cette dimension, on a vu qui était très importante, humaine, et ça, qui n'est pas abordé dans la plupart des formations d'architecture. Et puis, du coup, s'appuyer sur un réseau d'experts et de praticiens de référence de l'architecture système, puisque finalement, vous ouvrez également les portes à toute la communauté Sésame, et puis à l'accompagnement Sésame. Voilà, donc juste pour vous dire que qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans cette formation action d'un point de vue concept, c'est l'ensemble de la déclinaison de ces visions opérationnelles, fonctionnelles, organiques et ou techniques. On va également voir des notions d'architecture projet, comment on aligne le projet avec notre architecture, et un gros bloc d'architecture collaborative, c'est-à-dire finalement comment on met en œuvre toutes ces techniques collaboratives pour mettre sous contrôle la convergence humaine. Et dans le cadre de projets de transformation et ou d'évolution finalement de conception, mettre en œuvre l'aspect trajectoire, qui est comment on passe d'un état stable A à un état stable B de notre architecture. Voilà, donc sur les sessions de coaching, rapidement, vous dire que en fait, le coach, il n'est pas là pour déployer de la pure méthodologie, il est là, certes, pour vous permettre d'acquérir la méthode, mais il est là surtout pour l'adapter à votre système, à votre contexte, et vous aider à faire cette adaptation pour que derrière, vous soyez beaucoup plus à l'aise pour l'adapter et vous en servir comme une boîte à outils sur d'autres problématiques. Donc, il va analyser votre travail et il va définir avec vous des plans d'action, finalement, que vous aurez à mettre en œuvre entre 2 séances. Si vous avez des questions, ça va être d'apporter des réponses concrètes à vos questions. Ça peut être des problèmes méthodologiques, mais c'est souvent des problèmes opérationnels. Donc, si l'architecture système peut vous aider à résoudre ces problèmes opérationnels, votre coach va être à même de vous apporter des réponses concrètes. Et puis, bien sûr, identifier les points d'attention à remonter, c'est-à-dire, finalement, mettre en œuvre toute cette levée de risques qui est inhérente au travail qu'on fait finalement avec l'architecture, qui est une anticipation de la levée des risques qui d'habitude se passe beaucoup plus tard dans le projet. Voilà, donc comment vous devez choisir votre sujet de coaching.
En fait, il vous faut un système complexe, c'est-à-dire que si c'est trop simple, vous n'en tirerez pas suffisamment de bénéfices. C'est juste pour comprendre la méthodologie, peut-être limitez-vous au niveau 1, j'ai envie de dire. Donc là, ce qui définit un système complexe, c'est les nombres d'interfaces, de contraintes. Il faut aussi que la temporalité du projet soit en accord avec la temporalité de la formation. Donc, pour rappel, on parle voilà, à peu près entre 9 et 6 mois, ou plutôt 6, on va dire. Donc là, la prochaine formation action, elle se lance sur la réunion de lancement décembre 2022. Elle commence le 6 mars 2023 et elle finit à peu près, là je parle sous ton contrôle Vassilis, à peu près fin 2023, un petit peu octobre ou novembre 2023. Et donc, une fois que vous avez calé à la fois le système qui doit être assez complexe, la temporalité, il faut qu'il y ait des enjeux opérationnels marqués, c'est-à-dire une problématique, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous avez largement assez de problématiques, avec des risques ou des bénéfices attendus sur le travail d'architecture qui doit être réalisé, qui soit conséquent, et un périmètre d'architecture qui soit en accord avec votre périmètre de responsabilité. Des fois, on voit des stagiaires qui prennent des périmètres d'architecture qui ne sont pas en accord avec leur périmètre de responsabilité, c'est très compliqué pour eux, du coup. Et puis voilà, il faut également qu'il y ait des besoins de convergence multimétier qui soient prégnants, mais c'est souvent le cas dans les systèmes complexes et enjeux. Dernier point, avant de vous laisser la parole, il y a des mécanismes de financement qui sont possibles dans le cadre de ces formations, soit que vous ayez un OPCO, un opérateur de compétences, et donc qui peut financer tout ou partie de votre formation et donc de votre coaching. Franchement, souvent, quand vous faites des demandes d'OPCO, ça va jusqu'à 100% de financement, mais là, ça dépend des accords que votre entreprise a avec son opérateur de compétences, et si vous avez un opérateur de compétences, puisque ça dépend de la taille de l'entreprise. Et puis, sachez également qu'on est un organisme de recherche privée agréé Crédit Impôt Recherche. Donc, si votre projet est compatible du Crédit Impôt Recherche, vous pouvez réduire jusqu'à 30% du coût de la prestation en utilisant ce mécanisme. Voilà. Désolée, j'étais un peu longue, mais j'en ai terminé. Juste une information de plus. Jusqu'à maintenant, pour les 4 promotions, tout stagiaire qui a fait la demande, il a eu 100% de financement. J'attends par 100%, ça dépend des accords, comme elle a dit Cécile. Parfois, il n'y a pas l'accord, il n'y a pas de restrictions. Parfois, l'accord de l'entreprise avec le PRO, c'est je finance 50%. Voilà. Donc, il n'y a pas eu une demande qui n'a pas été satisfaite. Donc, ça demande de vous rapprocher en fait de votre RH, RH bon, mais qui là, on va, connaît tout ça et qui saura le montant maximum auquel vous aurez droit. oui, mais on aide toujours, on intervient toujours en interaction avec la RH pour monter le dossier. Facilis est un expert là-dessus. Euh,